Bien, donc on va discuter un peu plus librement, peut-être un peu plus largement sur cette question du devenir des jardins collectifs en ville. Donc on a vu entre différentes fonctions, alimentation, bien-être et biodiversité, comment ça évolue. Des questions sur l'avenir ont été posées également par la dernière communication, celle de Marion Brun, qui faisait état de cette question, un peu cette incertitude peut-être qui pèse sur en tout cas une partie de ces jardins, les jardins familiaux. Donc voilà, là il s'agit d'ouvrir pour nous pas seulement à des interventions de chercheurs, mais aussi vraiment à des associatifs, de donner un peu la parole aux acteurs du jardinage urbain, donc effectivement notamment associatifs, et de traiter quelques contradictions ou quelques potentiels conflits qui ont émergé au cours de la journée. Alors, je vais brièvement présenter les intervenants à cette table ronde avant de leur laisser la parole pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Et ensuite, je vais poser 3 questions qui me semblent un peu résumer les trois interrogations majeures. Donc, l'une sur un conflit potentiel entre ces différentes fonctions. Donc, on parle beaucoup des multifonctionnalités des espaces, mais est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a conflit? Est-ce qu'il y a éventuellement convergence ou complémentarité? Je vais ensuite poser une question sur la relation avec les collectivités locales, qui est une relation, là aussi, qui peut être plus ou moins conflictuelle, ou peut-être pas du tout. Et également sur l'évolution des pratiques horticoles des jardiniers, quels sont les ressorts de cette évolution. Mais avant pour chacune de ces 3 questions, je vais d'abord donner la parole aux intervenants dans la table ronde, et ensuite, après chacune de ces questions, je vais vous donner la parole à vous, si vous avez des remarques ou des questions sur chacun de ces 3 aspects. Donc, les intervenants, avant de leur passer directement la parole, presque le bout, pas tout à fait le bout, Jean-Claude Ferraille, de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Donc, c'est peut-être la principale association nationale sur les jardins familiaux. Ici, à côté de moi, Michel Fisbin, qui a failli intervenir tout à l'heure, de l'association des jardiniers des Hucherolles à Chinon, qui a justement la particularité d'être un jardin partagé, mais en pied d'immeuble. Donc, on va en parler. Ensuite, à ses côtés, Maryse Friot, de la Société d'horticulture de Touraine, la Chotte, pour les connaisseurs, je dirais. Et tout au fond, celui qu'on pourrait considérer un peu comme un grand témoin, ou comme le Candide, pour ainsi dire, Pierre Guyot, qui est le réalisateur du documentaire 100 ans de chlorophylle, donc des jardins ouvriers aux jardins partagés, que nous allons visionner par la suite. Il faut que je vous dise que j'avais dans un premier temps pensé de présenter d'abord le documentaire et d'enchaîner sur la table ronde et sur le débat, ce qui aurait effectivement sans doute permis de nourrir aussi cette table ronde et les interventions des uns et des autres. Mais on a finalement jugé plus pertinent de laisser ce moment de documentaire pour la fin de la journée, éventuellement pour que quelqu'un qui puisse, qui travaille au cours de la journée puisse le visionner en fin d'après-midi. Donc du coup, on le verra plus tard. Mais voilà, c'est un peu notre faux Candide, Pierre Guyot, en bout de table. Donc je vais tout d'abord vous passer la parole dans cet ordre pour que vous puissiez vous présenter un peu mieux que ce que je ne viens de le faire avant de passer aux questions. Peut-être Jean-Claude, tu peux commencer? Bon, je me suis présenté un peu tout à l'heure, vous avez posé une question. Donc, Jean-Claude Ferraille, je représente aujourd'hui la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, dans laquelle je suis administrateur, et je collabore aussi à la revue Jardin familial de France, que vous avez vu tout à l'heure, qui était sur les tables. Et aussi, je suis président d'une association de jardins familiaux à Orléans, qui a fait l'objet de l'étude par Marion. Et sur l'association, nous avons 425 jardins,
13 sites, donc c'est ce qui a été présenté tout à l'heure. Et puis, au point de vue fédération, la revue est tirée à 15 000 exemplaires tous les 2 mois et est diffusée essentiellement aux adhérents de la fédération, mais aussi en abonnement individuel à tout jardinier qui voudrait s'y abonner. Voilà, la fédération, je vais présenter vite fait, c'est 20 000 familles qui sont adhérentes par l'intermédiaire des associations, des associations qui sont à peu près 200, et elle gère en direct aussi, c'est important, 70 sites du jardin sur la région parisienne. Aussi bien des jardins familiaux que des jardins collectifs. Voilà. Bien, Michel, tu peux te présenter ? Bonjour. Alors Michel Fisbin, alors on est venu à 5, donc je dis, il y a Patricia, il y a Carole, il y a Marie, il y a Jacques et il y a moi, donc on est venu à 5 des jardiniers des Hucherolles. Les Hucherolles, c'est un quartier de Chinon où il y a une cité HLM. Et les jardiniers des Hucherolles, ce sont des habitants de la cité HLM qui ont décidé il y a 2 ans et demi, 3 ans, de se lancer dans une appropriation des espaces verts de la cité pour y faire des choses qui nous soient utiles, intéressantes et qu'on a envie de faire. Donc, voilà la démarche. Ça n'a rien à voir avec un jardin familial ou un jardin partagé, au sens où on en a parlé durant cette journée. C'est autre chose. C'est les incroyables comestibles, notre référence idéologique. C'est la philosophie vraiment des incroyables comestibles, incredible edible, qui sont décrits par les initiateurs de ce mouvement international dans le film Demain, par exemple. Mais on trouve plein d'autres choses en ligne sur Internet. Donc, ce sont des espaces carrés potagers ou espaces sur la pelouse plus vastes. On a un espace le plus grand qui fait 220 mètres carrés d'un seul tenant, mais qui ne sont pas clos, qui sont en libre service, en libre accès, jardinés collectivement, arrosés collectivement et récoltés collectivement. On est donc dans une démarche un peu pédagogique, je dirais, de appropriation ou réappropriation des communs. Les communs, c'est les espaces verts dont nous payons l'entretien, entretien qui est absurde, on l'a constaté, on se bat pour qu'il ne le soit plus absurde, parce que c'est nous qui payons, les locataires de la cité HLM. On s'est dit que là, on a envie de faire des choses qui nous soient utiles. Donc, des légumes bio, des arbres fruitiers bio, et des fleurs, parce qu'on aime les fleurs, et que la municipalité, elle a délaissé ça. C'est des quartiers de relégation où tout le monde s'en fout, enfin, et personne s'en occupe, quoi. Donc, alors, on prend notre sort en main, notre destin en main, et on fait ce qu'on a envie de faire, là où on a envie de le faire, et on se bat pour pouvoir le faire. Quand on commence nos réunions, maintenant, on dit 153e réunion du conseil municipal de la libre commune des Hucherolles. Parce qu'on s'occupe de tout, peu à peu. On a des carrés potagers, on a des arbres fruitiers, on a un grand jardin, on appelle nous jardin partagé, mais il n'est pas enclos, vous le verrez sur les photos, il y a de clôture nulle part, tout en libre accès, en jardinage collectif, voilà. Je vous expliquerai la difficulté et comment on l'a résolu sur le respect finalement d'une gestion dans l'intérêt de tous et au profit de tous, des communs, voilà. Alors, on a un poulailler qui est en construction, un poulailler collectif partagé. Alors là, il y aura un enclos pour que les poules s'en aillent pas. C'est le seul enclos qu'il y aura. On fait de la récupération d'eau de pluie, et puis maintenant on veut faire des panneaux photovoltaïques sur les immeubles pour faire de l'autoconsommation d'énergie. Mais bref, sur tous les fronts, on fait la transition. Donc on s'est décrété aussi quartier en transition, dans une ville qui ne l'est pas du tout, et sur un territoire qui ne l'est pas du tout, parce que c'est pas du tout dans leur préoccupation. Alors, nous, les enjeux sont avant tout sociaux, par ce vecteur de médiation qui est le jardinage de collectif. Ensemble, on crée du lien social, on recrée une vie de quartier et on est attentif aux uns et aux autres dans une démarche de solidarité, de partage. Voilà, ça c'est très important. Le deuxième enjeu, il est alimentaire, parce qu'on se nourrit très mal. On le découvre peu à peu en faisant venir des gens qui nous disent voilà comment une bonne alimentation il faut le faire. De la même manière qu'on fait venir des gens pour des ateliers jardinage, voilà comment on jardine bien. Bon, donc
les enjeux sont alimentaires, c'est très important. On participe au défi famille et alimentation positive, par exemple, en ce moment. Des tas d'opérations nationales comme ça, visant à améliorer à la fois le jardinage au naturel et une bonne alimentation qui en découle, vous voyez. Donc, on s'inscrit là-dedans. Et puis, les enjeux sont environnementaux, évidemment. On fait du bio, on s'est battu contre les pesticides avant que la loi ne l'interdise, et on a gagné. On fait du défrichage des mauvaises herbes, mais il y en a très peu des mauvaises herbes en réalité. Il y en a très peu dans les parties communes. On le fait ensemble, c'est un défrichage citoyen. Et en réalité, on défriche de moins en moins parce qu'on aime bien tout ce qui pousse là. Et vraiment, quand ça gêne, on l'enlève, mais sinon, il y a toujours un intérêt en plus à ce qui pousse comme ça. On fait de la formation aussi là-dessus. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, c'est des herbes folles, un peu comme ça, qui viennent et qui ont un usage la plupart du temps. Donc voilà, tout ça, vous voyez, un travail d'éducation populaire comme ça. Le principal but, alors on a été obligé d'en convenir, ça n'est pas de manger ce qu'on cultive, parce qu'on en mange évidemment, hein. Tous ceux qui sont là, on en mange, on le sait bien, tous. Mais il y en a qui se servent, qui n'ont pas participé, et qui nous privent de choses qu'on aurait bien aimé manger quand même, vous voyez. Alors, dans notre philosophie, on se dit ça, c'est pas de manger ce qu'on cultive, c'est pas le but, contrairement à un jardin familial, ou, vous voyez, privatif, ou un jardin partagé, où chacun a sa zone, hein, c'est pour avoir des légumes pour soi, pour sa famille. Là, c'est pas le cas. Là, c'est de faire ensemble tout ça, et d'en profiter autant que faire se peut, mais il y a certaines choses, on n'en profite pas du tout, mais quelqu'un en a profité. Il a pris la nuit en cachette, alors qu'il n'y a pas à voler, ça appartient à tout le monde. C'est les communs. Alors, on s'inscrit donc dans les incroyables comestibles et dans ce qu'on appelle maintenant le municipalisme, qui est un courant très intéressant de réappropriation citoyenne, de la vie locale, hein, de la vie locale et municipale, avec notamment les communs. Les communs, ça appartient aux gens, c'est à nous. Donc, il faut qu'on en fasse des choses utiles pour nous, tous, et au service de la collectivité. Donc voilà, avec les gens, par les gens, pour les gens, et avec vraiment quand même l'enjeu social en premier, l'enjeu environnemental et alimentaire en second, mais enfin ils se tiennent et on est présent sur tous ces fronts-là. Et la transition, donc inventer la civilisation de demain à l'échelle d'un quartier HLM, en s'y mettant, et il y a du boulot, vous imaginez bien. Merci. Bien, Maryse. Oui, Maryse Friot, Société d'horticulture de Touraine. Donc nous, comme toutes les sociétés d'horticulture, on a la mission de faire de la vulgarisation, de faire connaître les plantes et savoir les utiliser. Donc on a 2 jardins à la Gloriette. Un jardin qui est dit associatif, qui est surtout un jardin de pratique. Les gens qui veulent commencer un jardin et qui ne connaissent pas, ils ne savent pas bêcher, ils ne savent pas où béquiller, ils ne savent pas planter, ils connaissent pas les végétaux. Donc là, on a un jardin et on leur explique qu'ils les prennent en main. C'est Gilbert qui s'en occupe. Et on a un jardin des idées, là avec 9 parcelles. Et ces 9 parcelles, en fait, ce sont des parcelles pédagogiques, associations de végétaux, type de paillage. Ça fait 10 ans qu'on essaie des paillages, etc., etc. Et donc, tout le monde peut voir ces expériences et tout le monde peut s'en enrichir. Alors en plus, depuis plus de 7 ans, on travaille avec la ville de Tours et puis Tours Plus à une époque et maintenant Tours Métropole pour faire de l'animation dans les jardins familiaux. Je dis bien animation parce que si on leur dit faire des cours ou je sais quoi, ils vont pas venir. Donc on fait de l'animation et ils viennent beaucoup, ils sont nombreux. Samedi, on était très nombreux. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sur FR3, il y a eu un petit reportage le soir. Et on fait la communication par rapport aux nouvelles pratiques alternatives aux produits phyto, c'est-à-dire ce que l'on peut faire manuellement, ce que l'on peut faire avec des produits de biocontrôle et surtout abolir toutes les mixtures qui se disent dans la campagne. Voilà. C'est-à-dire le gros sel avec le vinaigre blanc, on va l'abolir tout de suite et puis on va essayer de trouver autre chose. Je pense pas, non. Les lombrics, ils en ont marre. Voilà. Donc, voilà.
Et enfin, disons que c'est la mission de nos sociétés d'horticulture hein, depuis plus de 200 ans où on fait ce genre de choses. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pierre Guyot, je suis donc réalisateur, également journaliste, je viens de la presse à l'origine, presse généraliste, je bossais en station de radio et en télévision, voilà, correspondant de CNN pendant quelques années à l'étranger, et puis Europe 1, RTL, BFM. Aujourd'hui, mes activités journalistiques se concentrent sur autre chose, parce que je dirige des sites internet d'information que j'ai créés ou co-créés. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai donc une activité de réalisateur. Je réalise des documentaires et j'ai réalisé, il y a donc presque 3 ans maintenant, un docu qui s'appelle 100 ans de chlorophylle, des jardins ouvriers aux jardins partagés, où je raconte l'histoire des jardins collectifs en France. Aussi une petite histoire de France à travers les jardins collectifs, ça dépend de la manière dont on regarde les choses. J'ai beaucoup tourné dans le nord de la France pour des raisons à la fois historiques et de production. Ça, c'est le côté... arrière-cuisine que je vous raconte. L'une des chaînes qui avait préacheté ce film et qui donc participe au montage financier d'un film avec le CNC, etc., était une chaîne régionale du nord de la France. Donc ça, c'est la raison production. Il fallait donc aller tourner là-bas. La raison historique, c'est parce que j'avais trouvé une forme d'unité de lieu qui m'intéressait pour raconter ça, qui était que les jardins qu'on disait ouvriers à l'époque, qui sont devenus les jardins familiaux et collectifs, ont été inventés par un homme du Nord, un homme des Flandres, un prêtre, l'abbé Lemire, à la fin du XIXe siècle, et que c'est également dans le Nord, dans la ville de Lille, que s'est ouvert au début des années 90 le tout premier jardin partagé, en tout cas recensé officiellement, dans le quartier de Moulins à Lille, un jardin qui est géré toujours encore aujourd'hui par une association qui s'appelle l'association des Ajoncs, l'association des jardins ouverts et néanmoins clôturés. Je réagis à ce qui a été dit à propos des communs, mais bon voilà, je pourrais vous en parler, et puis pour ceux qui resteront pour le film, ils expliquent pourquoi cette situation-là. Donc beaucoup tourné dans le Nord, dans des jardins partagés à Lille et dans la banlieue de Lille, dans des jardins familiaux à Hasbrook, qui est donc le siège historique dans les Flandres des jardins familiaux. Également beaucoup à Paris, également à Ris-Orangis, dans les fameux jardins de l'Orme-Pomponne, qui sont les plus grands jardins familiaux de France, et dirigés par l'ancien président de la fédération. Exactement. Et j'ai également beaucoup tourné à New York et à Brooklyn, puisque c'est là qu'ont été inventés au début des années 70 ce qu'on appelait les community gardens, qui sont devenus les jardins communautaires et qui sont à l'origine de l'idée des jardins partagés en Europe et entre autres en France, et avec beaucoup de problématiques new-yorkaises à l'époque qu'on retrouve aujourd'hui, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient dans le rapport aux collectivités, enfin, en tout cas aux représentants publics, en l'occurrence la mairie de New York à l'époque, les relations qu'ils ont pu vivre à la fois au début, pourquoi ils ont réussi à récupérer des terrains, parce qu'ils étaient en déshérence et que la municipalité s'en occupait pas, pourquoi lorsque la pression immobilière est remontée à New York, les jardins ont été chassés, et le bras de fer politique que c'est devenu. Voilà, on va parler de tout ça. Également sur les enjeux jardins, lieux d'agrément et de préservation environnementale, ou tout simplement jardin nourricier. Puis pour le coup, il y a l'histoire de New York, glamour et romantique de l'invention des premiers community gardens dans le sud de Manhattan par une architecte un peu hippie, manifestement visionnaire, qui était accompagnée d'artistes. Et puis il y avait exactement au même moment d'autres jardins communautaires qui seraient à New York, mais côté Brooklyn, là par des populations pauvres, et où là les jardins c'était pour bouffer parce que les gens avaient faim. Bien. Alors, je précise juste que Xavier Roy, donc, qui est directeur de la jardinerie Truffaut autour, qui devait être là, dont je me faisais en fait que je me faisais une joie d'accueillir, parce que le point de vue, je dirais, des jardineries, on a vu ce matin avec l'intervention de Jérôme, les jardineries contribuent à orienter effectivement les choix des jardiniers. Et donc, avoir quelqu'un qui puisse nous parler du marché horticole aurait été intéressant, mais justement il était prévu, et puis finalement il a eu un contretemps, et donc il ne sera pas des nôtres, mais donc on va faire sans lui. Alors voilà, moi je voudrais donc vous poser une première question.
Pendant toute la journée, donc, on a entendu parler de cette question, cette problématique un peu sous-jacente de l'évolution des jardins collectifs sous leurs différentes variantes, hein, donc partagés ou familiaux, et du fait que cette évolution, donc de motivation à l'origine alimentaire vers des motivations plus diversifiées, en partie encore alimentaires, mais parfois liées au loisir, au bien-être, à la biodiversité, voilà. Donc cette évolution de fonction se fait-elle dans le conflit? Génère-t-elle des conflits entre jardiniers, des conflits sur les pratiques, des conflits entre associations, entre gestionnaires parfois et jardiniers de l'autre côté? Voilà. Est-ce que comment vous voyez cette évolution des fonctions? Vous semble-t-elle finalement s'orienter vers quelque chose de complémentaire finalement, ou plutôt vers quelque chose qui va être conflictuel encore? Qui souhaite répondre? Notre association est de 1904. J'ai revu un peu les archives de l'association. Je m'aperçois qu'en 1920-1930, en regardant les comptes rendus des réunions de jardiniers, ils avaient exactement les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Enfin, peut-être pas sur l'interdiction des pesticides, mais sur les conflits justement entre jardiniers, entre responsables. Je veux dire, ça n'a pas tellement changé. Donc, actuellement, c'est vrai que c'est pas facile de concilier les vues de toutes les formes de jardin qui existent. Mais bon, pour la partie jardin partagé contre jardin familiaux, moi je dis que c'est très bien aussi qu'il y ait des jardins partagés pour que les gens mettre le pied à l'étrier, dirons-nous, et qu'ils voient un peu ce que c'est que le jardinage, qu'ils acquièrent un peu de pratique. Et si le cœur leur en dit de faire un peu plus et d'avoir des jardins des légumes pour consommer eux-mêmes, de venir dans les jardins familiaux. En ce qui concerne les relations avec les municipalités, donc maintenant on est à Tours comme à Orléans, on devient en métropole. Nous, Orléans, enfin l'association des jardins familiaux que je représente, travaille déjà sur la métropole depuis longtemps. Alors, d'où nos difficultés associatives, c'est que on est obligé de s'adresser à plusieurs municipalités. Je vois qu'avec les métropoles, pour l'instant, rien n'a changé. Chacun garde son précaré, et donc il faut s'adresser quand même à chacun pour avoir soit un jardin, ou du terrain. On sent aussi quand même que il est plus facile pour une municipalité de créer un jardin partagé que de créer un jardin familial, puisqu'il y a beaucoup plus de contraintes avec un jardin familial. Déjà, le jardin familial est protégé par la loi. C'est-à-dire que si on supprime un jardin familial, il y a obligation de recréer le même nombre de jardins ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour les jardins partagés. Et de plus, les surfaces sont plus petites. Voilà, moi, ce que je pouvais dire sur ces problèmes. C'est juste pour dire, ma question ne portait pas tellement sur le conflit entre jardins partagés et jardins familiaux, mais y a-t-il, au sein de chacun de ces jardins, peut-on observer des conflits sur la destination finale de la production? Faut-il produire pour manger? Faut-il produire pour le loisir? Est-ce que ces deux types d'objectifs induisent soit des pratiques, soit des comportements qui peuvent arriver à des conflits? Tu m'envoies des mauvaises herbes chez moi parce que c'est pas pour manger, voilà. Ah, c'est sûr que dans les jardins, il y a un peu tout le monde maintenant. Il y a des producteurs et des moins producteurs. Donc évidemment, ça génère un conflit. Il y a les traditionnels et puis les nouveaux néo-jardiniers, qui peut-être n'ont pas non plus la pratique suffisante et se laissent un peu déborder. Et donc c'est sûr que ça génère des conflits. Maintenant, c'est à nous, gestionnaires, d'aller sur place. Moi, on fait des visites de jardin au mois d'avril pour voir un peu comment ça se passe. Il y avait quelqu'un qui faisait un jardin en laissant justement des herbes.
Bon, les herbes débordaient un peu sur le jardin du voisin, évidemment, ça génère un conflit. Mais en expliquant aux gars qui laissent une petite bande, enfin qui recoupe un peu l'herbe et puis voilà, qui garde ça de son côté, ça s'est réglé quand même facilement. Mais il faut aller sur le terrain, puis il faut discuter. Hein. Je pense qu'on peut pas faire ça à distance. Voilà. Moi, je veux bien intervenir. Au niveau de la cohabitation, on va dire, tout est fonction aussi de l'âge de l'ensemble des jardins. Sur Tours, là, il vient de se créer un nouveau jardin qui s'appelle Chemin de Fer, parce que c'est le long de la ligne de chemin de fer, 23 parcelles, et en fait, c'est tout nouveau, ça a 1 an. Ce qui fait que tout le monde est en train de se mettre en place. Les anciens jardiniers qui avaient un jardin chez eux ou ailleurs, plus des nouveaux qui arrivent, et en fait, tout le monde cède, et tout le monde se transmet des choses. Donc les jeunes aident à mettre les tuteurs, les anciens expliquent comment planter, et en fait là il y a vraiment un échange, c'est extraordinaire. Après c'est vrai, quand on va à la bergeronnerie, ce sont des espaces qui existent depuis plus de 50 ans. Là on a des précarés, on a des habitudes, les nouveaux sont pas toujours bien vus, surtout quand ils ont des techniques un peu, on va dire, différentes des autres. Mais là, c'est pareil, tout est fonction du président, qui est un peu le chef d'orchestre, et c'est lui, avec son bureau, qui doit un peu gérer tout ça. Mais ça évolue dans le bon sens. Moi, l'année dernière, je devais donner un certain nombre de moyens de biocontrôle, et entre autres des pièges pour attraper les taupins et autres. Et il y en a un qui me disait, un jeune, mais moi je veux pas ça, que tu me donnes des grenouilles. Je disais, les grenouilles, on va pas amener des grenouilles dans un espace, c'est la grenouille qui va venir, hein. On n'a pas le droit de les déplacer. Et il y en a un autre, un ancien qui lui dit, mais non, mais les grenouilles, tu vas voir, elles vont venir, hein, mais il s'est pas moqué, quoi. Vous voyez, je trouve que ça évolue bien. Alors, sur cette question précisément, effectivement, il y a plein de sources de conflits, et ce qui est bien, c'est que on se parle, enfin dans la cité, on réussit à se parler quand même, et donc on arrive à les résoudre en parlant. Mais il y en a plein. Alors, il y a le conflit déjà avec ceux qui ne veulent pas de ça sur leur pelouse et ne comprennent pas qu'on fasse des légumes et des arbres fruitiers sur les pelouses et tout ça. Donc, peu à peu, ils ont compris l'intérêt. Au début, ils croyaient pas que ça allait marcher. Mais ils ont vu l'intérêt quand ils ont commencé eux-mêmes à récolter, quoi. Enfin, sans avoir jardiné, mais à prendre des choses, parce qu'on a des fines herbes, on a des herbes aromatiques, on a de tout. Et là, ils ont vu que ça marchait et que c'était pas mal, quoi. De prendre ses petits pois, de prendre son oseille, son thym, et ça les intéressait. Alors, même s'ils venaient la nuit en faisant des razzias, sans penser à partager. Bon, c'est pas grave, mais bon, il y a eu ce type de conflit. Il y a le conflit avec le bailleur social qui nous a donné l'autorisation d'investir le pelouse. Au début, tout petit peu, mais on grignote. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer une cité HLM. On va délocaliser, on va transformer toute une cité HLM en jardin potager et en verger fruitier. Voilà, c'est ça notre objectif. Et qu'à terme, les poules courent partout. Vous voyez, qu'on remette les animaux, etc. Mais on va vers ça. Hein. On grignote pas un peu. Voilà, donc c'est toute une cité HLM et pourquoi pas, enfin c'est l'évidence même, enfin c'est le bon sens qui veut ça, parce que tout dans les espaces verts qu'ils nous ont mis ça sert à rien, et des fois c'est pas beau, etc. Bon, donc on va mettre des choses qui servent à quelque chose, et voilà. Et alors on les a contraints à passer à la gestion différenciée, le bailleur social, gestion différenciée des espaces verts, la tonte raisonnée des pelouses, vous savez, où on laisse des îlots non tondus pour la biodiversité et la pollinisation, etc. Alors là, conflit avec les habitants de certains appartements HLM, ils sont horrifiés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va amener des rats, des souris, ça va amener des abeilles. Ils sont horrifiés. Ils protestent. Mais protestent de manière virulente. Alors, il faut expliquer. Et je pense qu'on va gagner. On va gagner ça. Et on voudrait que cette gestion différenciée soit appliquée dans toutes les cités HLM de bailleurs social. De même qu'on voudrait qu'il y ait des poulaillers collectifs partagés dans toutes les cités HLM, ainsi que des jardins partagés avec des carrés potagers partout et blabla. Donc on veut s'aimer, on veut faire école. Et on les travaille au corps pour ça.
Donc voilà un autre type de conflit. Il y en a d'autres sans doute, hein. Mais voilà, il faut discuter beaucoup. Mais alors, ce qui est bien, c'est que, étant-nous de l'intérieur, on arrive à discuter avec les gens et on fait passer les messages. On sent vraiment les effets de notre travail, bon, je sais pas, d'éducation populaire, on va appeler ça comme ça. Bon, on sent les effets sur les pratiques alimentaires, sur le rapport au bio, sur le rapport aux légumes, aux fruits, qui sont, au départ, les fruits, par exemple, des arbres fruitiers, sont même pas ramassés parce que c'est pas comme ça. Les fruits, c'est en grande surface, c'est dans des trucs des blisters avec donc c'est dégueulasse là. Il y avait des chiens pissés dessus, vous voyez. Bon, il y a tout ça, quoi. Hein. C'est terrible. Vous savez, c'est terrible. Hein. La malbouffe. Dans les quartiers populaires, c'est terrible. Et le passage à la bonne bouffe saine, bio, bonne pour la santé, c'est difficile. C'est très difficile. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre travail va, et ça aide à amadouer tout le monde, jusqu'à l'organisation de la fête de quartier. La municipalité a déserté ce quartier, elle a arrêté de faire la fête de quartier, qu'elle finançait, il y a 3 ans. Eh ben, on a dit, c'est pas possible, nous, on veut une fête dans ce quartier annuelle. Eh ben, on va la faire nous-mêmes. Donc, c'est les jardiniers des Hucherolles, bénévoles, avec les moyens du bord, qui maintenant faisons la fête du quartier des Hucherolles, nous et nous seuls, avec 0 francs, 0 centimes de la municipalité. 0. Ville de Chinon. Le maire est monsieur Jean-Luc Dupont, si vous voulez bien noter. 0 francs, 0 centimes. La honte. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Vous voyez ? Et on fait cette année une gratiféria pour ceux que ça intéresse, parce que vous verrez toutes nos plantations, c'est au cœur de la cité HLM, c'est le dimanche 24 juin. Et la formule, c'est la gratiféria. Renseignez-vous, vous verrez ce que c'est, ça prend bien. Et c'est une fête de la gratuité. C'est exactement notre démarche, notre approche. C'est une fête où tout est gratuit, c'est une fête de la gratuité. Et on a notre slammer Marcel qui est là, qui viendra slammer pour nous régaler, ainsi que d'autres animations. Donc dimanche 24 juin. Cité des Hucherolles à Chinon. C'est ça que je voulais dire ? Oui, c'est ça. Ah oui, non, une chose qui est vachement importante. Ça, c'est une information pour tout le monde. Sur qui on s'est appuyé en premier pour lancer ce truc qui paraissait un peu dingue ? Qui est venu en premier pour dire, bah oui, nous, on y va banco ? Ce sont les glaneurs. Ce sont les gens qui, dans la cité HLM, étaient restés des glaneurs. J'en fais partie. Et vous savez, le glaneur, c'est très particulier, hein, parce que on a l'œil partout et on ramasse tout ce qu'on peut, qu'on va pouvoir manger, cuisiner, garder, conserver, transformer. C'est très particulier, la démarche du glaneur. Et là, voilà, on est 3, 4, et ben on est tous des glaneurs. Et on l'était avant de se rencontrer et de se connaître. Et on a des trucs à se raconter, des coins à s'échanger. Là, on va rentrer. Patricia a repéré le coin du cerisier sauvage, il produit en ce moment, on y va direct glaner là-bas. Et se régaler des cerises qui sont incomparables. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs de tous les supermarchés de la ville, c'est les meilleures cerises. Donc, les glaneurs. C'est très important de s'appuyer sur les glaneurs. Et il en reste encore. Voilà. Quand j'ai découvert vos univers, un peu comme un néophyte, plus qu'un conflit, le premier antagonisme qui m'est apparu, mais qui était flagrant, était tout de même cet antagonisme entre les jardins partagés et les jardins familiaux. Et quand je parle d'antagonisme, c'est que je me suis aperçu, c'est d'ailleurs là-dessus que je conclus mon film, que c'était beaucoup la méfiance par l'ignorance. Ces univers-là, paradoxalement, ne se connaissent pas. J'en veux pour preuve qu'il m'est arrivé d'aller voir des gens avec qui j'ai tourné à travers les saisons. Donc, je tournais pendant plus d'1 an, donc ce sont des gens que je suis allé voir, revoir, encore revoir, et forcément des liens d'amitié dans certains cas se sont tissés. Et d'aller voir des gens à Lille qui avaient monté un jardin partagé important, hein, plus de 3000 mètres carrés, donc c'est assez significatif en ville, qui s'appelle le Bizardin, qui est un endroit assez rigolo. Et je vais les voir en disant, bah, tiens, je viens de tourner des séquences, des illustrations dans un jardin familial qui se trouve à tel endroit en ville, et dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Il y a 3,5 hectares, et on est en centre-ville de Lille. Donc c'était assez fou. Ces deux univers-là se regardent beaucoup en chien de faïence, parce qu'il y a, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, des vraies différences idéologiques dans la façon de voir les choses. Le jardin familial, en tout cas ceux que j'ai vus, à Hasbrook, à Roubaix, en banlieue parisienne, en Belgique aussi, sont des jardins individuels. C'est vrai qu'il y a un côté un peu conservateur,
pas forcément figé, mais un côté un peu conservateur dans la manière d'appréhender la propriété, même si c'est de la location, mais voilà, la parcelle est quelque chose d'individuel. Dans le rapport, effectivement, aux nouvelles manières de jardiner, j'ai une séquence assez rigolote, parce qu'il y a dans le groupe du Rocher, jardin familial, créé par l'abbé Lemire, 1896, merci. Donc c'est vraiment l'historique de chez Historique. Un jeune type, Paul, un jeune de 26-27 ans, s'installe et se met à la permaculture. Oh, la tronche des autres jardiniers. Ils ont l'impression que le type va leur massacrer le jardin, et puis évidemment le dialogue un peu intense s'instaure, et tout ça est assez sympathique. Mais voilà, il y avait un vrai antagonisme entre les deux. Au côté jardin partagé, on était plus sur l'idée du collectif, beaucoup l'idée du vivre ensemble. Et je me suis aperçu, en tout cas de ce que j'ai constaté moi, c'est que ça fonctionnait moins bien que dans les jardins familiaux. Ouais, dans les jardins partagés, parce que les jardins partagés, phénomène de boboisation. Phénomène de boboisation, de gentrification très fort, c'est-à-dire que dans les jardins partagés, ceux que je vais voir, il n'y a pas de pauvres, hein. Il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de chômeurs. C'est pas vrai. Vous verrez dans le film, il y a des interviews de gens qui ont créé des jardins qui disent on reste entre nous. On reste entre nous parce que c'est trop compliqué, parce que de fait, je veux dire que les fossés sociaux sont difficiles à remplir. Alors, non mais la volonté y est, la bonne volonté y est, mais c'est pas facile. Certains jardins dans les friches industrielles de Fives, dans les banlieues un peu compliquées de Lille, où les gens depuis 15 ans essayent de faire pousser, et puis régulièrement il y a ils savent pas qui, mais où ils ont des soupçons de gamins qui viennent la nuit, qui foutent tout en l'air, qui massacrent tout, et du coup les relations sont compliquées. Sur l'antagonisme nourriture versus environnement ou bien-être, il faut se souvenir qu'à l'origine, lorsque les jardins ouvriers familiaux ont été inventés, c'était les deux ingrédients, les deux y étaient. L'abbé Lemire avait créé ça pour un bien-être matériel, alimentaire, parce que l'ouvrier bouffait mal au moment de la fin de la révolution industrielle. Donc ça, c'était une réalité, bien sûr, évidemment, utile, ça va de soi. Et également, sur le bien-être, alors, c'était la fin du 19e siècle, c'était un homme assez étonnant, l'abbé Lemire, un prêtre donc, avec une histoire qui est un peu particulière, parce que vous verrez que c'est un prêtre qui, pour des raisons sociétales, familiales, et quelqu'un qui était plutôt marqué à droite, voire très à droite au début de sa vie, et qui a fait le cheminement plutôt inverse. Généralement, on est de gauche quand on est jeune et on vire à droite en vieillissant, et lui a fait le contraire, à tel point qu'il a fini député avec les radicaux socialistes. Mais ce type avait en tête l'idée des bienfaits moraux du jardin. La famille se retrouve, et donc il y a effectivement le bien-être du jardin. Il y avait aussi une visée politique en filigrane de tout ça, qui était que quand on était au jardin, on n'était pas au bistrot, et donc ça permettait de lutter à la fois contre l'alcoolisme, ça c'était le truc affiché, et également, ça c'était pas affiché mais c'est une réalité, on attrapait une autre maladie très très grave à cette époque-là dans les bistrots, on attrapait le socialisme, et il n'était pas question que les ouvriers, donc il valait mieux les mettre au jardin. Mais donc voilà, les deux ingrédients y étaient dès le départ. Je me suis aperçu qu'historiquement, les jardins nourriciers dont on avait besoin pour ça étaient très en vogue à chaque fois qu'on était en période de crise. C'est-à-dire pendant les deux guerres, pendant la période des 30 Glorieuses, les jardins familiaux en France ont failli mourir et disparaître, purement et simplement, avant de réapparaître avec la crise des années 70-80. C'est-à-dire quand les gens ont faim, les jardins familiaux reprennent de la vigueur. Les jardins partagés, c'est-à-dire la version recherche du vivre ensemble, du bien-être environnemental, etc., c'est un truc de riche. C'est un luxe. De fait, il ne faut pas que ça soit que ça, mais on voit bien que s'il y a des potentiomètres qui suivent les courbes historiquement, c'est à ça que ça correspond. C'est peut-être aussi un manque de communication, je pense. Hein. On a un mal de trop de communication, on ne sait plus communiquer. Et je pense que, voilà. Mais voilà. Qu'ils ne le pensent d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Oui, sur cette question de gentrification, est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être autant de ségrégation sociale dans les jardins partagés qui sont
pour la plupart investis par des populations plutôt aisées que dans les jardins familiaux qui sont pour la plupart investis par des populations plutôt populaires, justement, par des couches plutôt populaires. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ces deux? C'est plus compliqué que ça parce que je n'ai jamais entendu, non, j'allais dire des bêtises. J'ai jamais entendu de volonté de ségrégation, etc. C'est pas vrai. Je suis tombé par exemple dans des jardins familiaux à Roubaix, anciens, avec des communautés portugaises. C'était l'immigration portugaise des années 50 qui occupait beaucoup ces jardins-là. Et qui, je vais pas tourner là parce que c'était compliqué pour ce que je voulais raconter, c'est pas ce que je voulais raconter, mais qui m'ont dit qu'ils voulaient pas d'arabe. C'était clair. Et donc, voilà, on retrouve dans les jardins les maux de la société. Les jardins ne sont pas exempts. Donc ça existe. Dans le même temps, l'immense majorité des gens que j'ai rencontrés, je parle en France, aux États-Unis, c'est un autre problème encore, le problème racial, mais l'immense majorité des gens sont des gens qui prônent, agissent pour le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de partager, d'échanger, d'accueillir, de discuter, de faire la fête, c'est une évidence. Mais c'est pas facile, c'est pas évident. Dans les jardins familiaux, c'est pas évident, c'est une démarche qui est une démarche parfois un peu plus impliquante, ne serait-ce qu'économiquement par rapport au jardin partagé. Il faut louer une parcelle, il faut faire une demande, etc. Puis il faut s'en occuper. Et puis il y a la pression sociale du regard des uns sur les jardins des autres. Enfin, ça surveille pas mal quand même, mais il y a pas mal de faits. Dans les jardins partagés, il y a aussi volonté de s'occuper. Le problème, c'est que très souvent, alors ça change un petit peu, mais très souvent, les pouvoirs publics ont donné des terrains pour les jardins partagés en ville, dans les quartiers où les terrains valaient pas cher. Vous n'avez pas beaucoup à Paris de jardins partagés dans le 16e, ou comme par hasard. Et dans les quartiers pas chers, parce que dans les quartiers où la population est pas forcément la plus aisée économiquement. Du coup, ces jardins créent, c'est ça le phénomène de gentrification, créent des zones d'agrément qui sont généralement créées par une population, sinon aisée, en tout cas favorisée, ne serait-ce qu'intellectuellement, culturellement. Ce sont des gens qui ont fait des études, il y a beaucoup de gens issus du monde enseignant, du monde associatif, des gens qui ont déjà un sens du collectif. Et ces jardins, qui sont des beaux jardins, font monter le prix des terrains parce que le quartier devient plus sympa. Et que du coup, à New York, c'est exactement ce qui se passe. À New York, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui a failli tuer les community gardens, alors qu'il y en a plus de 700. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez Manhattan, mais dans Manhattan, au milieu des tours, dans le sud de Manhattan, il y a 150 jardins. C'est difficile. Oui, non, on ne le soupçonne pas, mais il y a des jardins dans Lower East Side, au coin de la 6e et de l'avenue C. Mais vous regardez les images tout à l'heure, il y a des jardins d'Éden. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Mais les mecs ont dû se battre parce que quand la pression immobilière est revenue, c'est des terrains qui valent des fortunes aujourd'hui. Des fortunes. C'est des terrains qui valent des dizaines de millions de dollars. Donc voilà, et du coup, ces jardins sont des jardins d'agrément, ramènent une certaine population, qui attire cette même population, et qui du coup chasse les gens qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc voilà, il y a ce phénomène-là qui est très vicieux, qui est pas, je l'espère en tout cas, qui est pas voulu, qui est pas décidé, mais auquel il faut vraiment prendre garde. J'habite dans le 17e arrondissement à Paris, qui est un arrondissement sur l'ouest, qui est un arrondissement assez bourgeois, voire très chicos, et sur l'est de l'arrondissement, qui est au contraire sur des zones assez populaires et voire même des zones de difficulté. Et puis entre les deux, ils ont créé, il y a quelques années, le plus grand jardin public de Paris, qui est le parc Martin Luther King. Il fait un peu plus de 11 hectares, très joli, très beau, avec des jardins partagés, en quantité relativement importante. Les gamins qui viennent de l'est de l'arrondissement, de manière très caricaturale, les gamins, les gosses de pauvres, il n'y a pas de fausse pudeur, les gamins de pauvres, ils sont pas dans les jardins partagés. Alors, heureusement, ils profitent du jardin, parce qu'il y a des balançoires, il y a des trucs, il y a des jeux, terrains de foot, basket, donc ça c'est plutôt cool. Mais dans les jardins partagés, ceux qui font pousser des fleurs, des légumes, etc., pour l'instant, c'est plutôt une population de bobos. Ça fait pas d'eux des... Mais voilà, on n'a pas encore réussi à faire la jonction, je l'ai pas vu encore. Même s'il y a volonté d'eux, donc elle aura lieu, faut que j'espère. Je vais dire un truc pour illustrer ça. Ah bah, pardon. Je dis juste un truc pour illustrer ça, mais c'est vraiment parce que c'est quand même dans les cités populaires qu'il y a le plus besoin de jardinage collectif partagé. C'est là qu'il y en a le plus besoin pour transformer les habitudes alimentaires et pour
enfin pour des cultures vivrières de subsistance saine et utile et nécessaire, quoi. Et c'est bon, alors c'est pathétique que ce soit que cette tendance-là qui, bon. Alors nous, on voudrait servir de contre-exemple, de contre-modèle, quoi. Et c'est pour ça que plein de gens viennent nous voir, et on veut que tout le monde vienne nous voir, visiter, que ça fasse école, ça fasse tache d'huile, quoi. Alors, un conflit qui illustre un peu ça, mais en lisière, on a notre grand espace, le plus grand, plus de 200 mètres carrés de jardinage collectif partagé, en lisière de la cité HLM avec les immeubles, et donc ça commence là la partie pavillonnaire. Donc on a des pavillons, là, vous voyez la différence de population, il y a une cloison, il y a un mur, ça communique pas hein, entre les deux parties, la partie pavillonnaire et la partie cité HLM. Et alors nous, quand on enculture une pelouse, vous savez, une pelouse tondue depuis des dizaines d'années sur un sol argileux, vous voyez, on peut pas la travailler comme ça. Donc on met du paillage, on met du cartonnage, et puis on attend 6 mois ou plus. Donc là-dessus il y a du vent, là-dessus il pleut, et c'est pas très beau, hein. Toute une zone avec du carton comme ça, tout mouillé, voilà. Et donc on a des voisins des pavillons qui sont venus nous voir pour nous dire mais c'est dégueulasse ce que vous faites là, parce qu'ils le voient de leur balcon, je sais pas quoi, enfin ça pourrit un peu leur paysage. Donc, vous voyez. Or nous on s'inscrit dans la permaculture et ça c'est des pratiques voilà de base hein, de la permaculture. Maintenant on paille tout, on n'a plus de sol nu quoi. Et un coup de grelinette, on retourne plus la terre parce qu'on voilà maintenant on leur a donné ses qualités, et on l'enrichit en permanence, etc. Mais ça plaît pas parce que c'est moche la permaculture comme ça un peu sauvage comme on la pratique nous. Avec nos tas de machins qui compostent dans les coins. On a des composteurs, on a réussi à faire installer 5 composteurs dans la cité, collectifs pour les immeubles avec des bioseaux, tout le monde et tout ça. Et ça nous fait un super bon compost. Et tu sais qu'on en a besoin hein, pour enrichir nos sols qui sont bien pauvres au départ. Donc voilà aussi, vous voyez, on va tellement à l'encontre de tellement d'habitudes, aussi bien d'habitudes des gens des HLM que d'habitude des gens des pavillons plus aisés autour, que on est au centre de tas de polémiques, de critiques, de conflits éventuels, et il faut discuter. Alors c'est parfait parce que le simple fait d'en parler, ça nous permet d'expliquer. Et on sait bien qu'on est dans le sens de l'histoire, donc on n'a pas de complexe, quoi. Sur cette question de l'évolution des fonctions des jardins collectifs, cette évolution qui peut être conflictuelle, mais qui peut éventuellement amener à des convergences, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez intervenir, poser des questions, donner votre avis ? Bonjour, et je voudrais vous poser plusieurs questions. Et je me souviens d'abord à Michel Fisbing, et je me demande en fait quelle sorte de liens vous avez menés avec d'autres associations. Et moi, je rencontrais un jardin partagé à Paris dans lequel justement les jardiniers ils ont fait des liens avec des associations d'incroyables comestibles. Donc ils ont adhéré aux incroyables comestibles, ils ont adhéré à Cocopelli, et à la fois Cocopelli a adhéré au jardin comme des réseaux de solidarité. Et j'ai trouvé ces dynamiques dans plusieurs jardins dans lesquels justement des réseaux de solidarité entre plusieurs associations se sont créés. Donc je voudrais savoir si dans votre cas c'est pareil. Et aussi je voudrais demander, vous avez dit qu'au début vous arrachez les adventices, mais qu'au fur et à mesure les gens les laissent pour savoir qu'est-ce que c'est. Moi j'ai trouvé les mêmes choses dans le cadre des jardins que j'ai étudié, et en fait ce que j'ai vu c'est qu'il y avait une évolution sur l'apprentissage sur les plantes adventices qu'on peut manger. Donc les gens laissaient pousser les plantes parce qu'on peut manger les orties, on peut manger les coquelicots, les pissenlits, etc. Donc aussi savoir si c'est votre cas. Et après, à vous, désolée, j'ai une mauvaise mémoire. Et moi je trouve que ça m'interpelle forcément votre intervention, parce que je trouvais des données assez différentes à ce que vous dites, et je pense que c'est justement quelque chose qui est intéressant dans le cadre des jardins partagés, parce que justement on est rempli de contre-ensembles en fait. On trouve énormément de contre-ensembles de cette idée de la boboisation des jardiniers, ou des jardins qui sont faits qu'avec des bobos, parce qu'on trouve des jardins avec beaucoup de migrants, on trouve des jardins avec plutôt des populations masculines que féminines, on trouve des jardins dans lesquels il y a beaucoup des enfants qui vont
Et c'est le cas emblématique à Paris du jardin solidaire. En fait, les enfants, ils passaient énormément ces après-midi dans ces jardins pour être aidés à l'élaboration de ces devoirs scolaires, etc. Donc, il y avait des participations assez actives des enfants. Donc, je trouve justement que c'est là la complexité en fait d'étudier ces genres des espaces assez divers, parce qu'ils sont assez différents en fonction des personnes qui participent. Moi je vois clairement que ça se différencie et par rapport à la personne clé, où une personne clé ça pourrait être justement des passionnés qui vont faire qu'une certaine dynamique s'installe, mais ça peut être aussi des animateurs, etc. Donc je pense qu'une chose que Madame elle a mentionnée, mais que souvent on oublie, c'est la temporalité. Et justement, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les jardins les plus anciens, c'est les jardins qui ont arrivé à trouver un discours en commun, donc qui ont arrivé à créer un discours en commun et qui les mobilise, qui devient une source d'engagement politique pour certains jardins. Et justement, du coup, je me demande si dans votre documentaire, je ne l'ai pas vu, mais dans les jardins que vous avez visités, est-ce que les jardins que vous avez visités, c'est des jardins plutôt jeunes, c'est des jardins plutôt anciens? Est-ce que les jardins dans lesquels vous voyez qu'il y a une population plutôt, comme vous disiez, bobo, c'est des jardins nouveaux? Quel est le cadre et le contexte de ces jardins? Sur cette question-là, alors d'abord, je n'ai pas fait une étude universitaire. J'ai aucune prétention à une représentativité scientifique, etc. C'est juste un témoignage. J'ai rencontré beaucoup de gens longtemps. Oui, des enfants, bien sûr, beaucoup. Des jardins avec des gens issus de l'immigration, quelques-uns. Pas tant que ça, mais quelques-uns. Des jardins où il y avait moins de gens, voire de gens issus de l'immigration, d'autres, oui. Mais ce que j'ai pas trouvé, ou peu, c'est des endroits où les gens se mélangent. Quant à l'âge des jardins en question, j'ai par exemple beaucoup tourné dans ce qui est présenté comme le plus vieux jardin partagé de France, à l'île Moulin, création en 90 ou 91. Donc ce sont des jardins qui ont pas loin de 30 ans maintenant. C'est dans le sud de l'île, quartier très très populaire, les quartiers ouvriers, c'est les quartiers des Courets. Et le public de ce jardin-là est un public composé d'enseignants, d'étudiants, parce qu'il y a la fac de droit qui s'est créée à côté, justement pour essayer de désenclaver le quartier, etc., ce qui hélas ne suffit pas. Et les difficultés, la casse sociale est tellement importante dans ce quartier-là que c'est pas facile. Je veux dire, c'est pour le coup, même pour des gens qui sont de bonne volonté, de réussir à. Ils m'expliquaient. Voilà, ils ont un type qui habite juste à côté, qui venait très régulièrement, qui était un monsieur qui souffrait notamment d'alcoolisme, mais pas seulement. Et puis il y a eu des problèmes de bagarre. Et puis ils ont réussi à trouver une espèce de terrain d'entente avec lui en lui permettant de créer un pigeonnier. Voilà, et le type est tombé en amour avec ses pigeons. Enfin voilà, il avait son truc à lui. C'est important aussi, des gens qui n'ont rien, ils n'ont pas forcément envie de collectif. Enfin, il y a peut-être aussi ces éléments-là, c'est moins facile pour eux. Donc voilà, ce que j'ai vu moi, c'est que le mélange des gens était pas évident parce que les jardins sont un lien évidemment formidable, mais peuvent pas tout faire. Voilà, et que j'espère que c'est pas l'impossible nul n'est tenu, parce que j'espère que c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Je suis allé tourner, vous verrez, je suis allé tourner à Denain, dans le nord de la France. Denain, c'est un tsunami social qui a eu lieu dans les années 80, Denain. Denain, c'est un peu moins de 20 000 habitants, c'est plus de 40% de l'habitat, 40% dans la ville qui est insalubre. Il n'y a pas d'autres cas comme ça en France. C'est un taux de chômage qui dépasse l'entendement, une misère sociale mais effroyable. Voilà, ça fait partie d'un bassin minier à côté de Valenciennes. Ça a été, il n'y a plus de boulot. Et il y a 2 générations qui ont pris ça dans les dents et c'est absolument effroyable ce que les gens subissent. Là-bas, il y a un jardin partagé. Le référent est un type formidable, un ancien chauffeur routier qui est tombé en dépression après avoir été licencié économique, qui explique il explique dans le film d'ailleurs comment le jardin, son rôle, lui a permis de se reconstruire en étant les autres. Donc oui, le jardin peut être ça, mais c'est vraiment pas la majorité des cas de ce que j'ai vu. D'autres questions? Alors, Michel, excuse-moi, il y a une question.
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus voilà une petite histoire qu'on m'a racontée. Donc moi, je travaille aussi pour la Fédération des jardins familiaux et je suis en contact avec énormément d'associations et je vais aussi sur le terrain dans les jardins. Donc ce qui me permet de voir la diversité aussi des jardins qui est assez incroyable. C'est pour ça on essaye tous, que ce soit chercheurs ou pratiquants des jardins ou réalisateurs ou autres, de faire une image commune, mais en fait c'est vraiment une diversité. Hein. De toute façon, voilà. Cela dit, il y a une présidente d'une association, il me semble que c'était la présidente, enfin bref, un membre du bureau de l'association, alors il me semble que c'est à Albertville. Donc voilà, c'est un jardin familial à la base très classique, chacun sa petite parcelle, des jardins assez anciens. En fait, eux, ils sont partis sur de l'expérimentation. Donc ils ont décidé notamment de mettre en place une parcelle donc de type un peu jardin partagé où il y aurait, alors il me semble que c'était 6 familles issues chacune de l'immigration, donc de pays complètement différents, et donc sur la base du volontariat. Hein, c'était pas du tout bon bah vous rentrez dans les jardins, vous venez de tel pays donc on vous met sur la parcelle. Non, c'était vraiment sur la base du volontariat et en fait pour montrer que voilà ils pouvaient réussir à jardiner ensemble sans difficulté, parce qu'effectivement parfois les rapports culturels sont assez compliqués. Nous on a, enfin tout à l'heure voilà, je sais plus qui parlait, c'est vous qui parliez des Portugais par rapport aux Arabes ou autres. C'est un exemple typique. Nous on a des jardins où c'est problématique, ça prend du temps à désamorcer, mais ça vient. Enfin, faut juste que chacun trouve un terrain d'entente. Et ce type d'expérience, d'essai, de partage et de communication, on en voit de plus en plus. Et c'est le mix en fait entre les jardins familiaux et les jardins partagés qui se fait de plus en plus. On voit vraiment de plus en plus d'expériences de ce type. Créés dans des quartiers qui ne sont pas les quartiers. Effectivement, sur la base du volontariat dans les jardins familiaux, c'est toujours sur la base du volontariat, parce que plus que ça, il y a même un engagement contractuel de la part des occupants. Oui, j'ai vu des gens échanger des plantes, échanger des plants, échanger des techniques de jardinage entre des Nord-Africains, des Asiatiques, des Européens, etc. Donc oui, bien sûr que ça existe, heureusement. Au niveau des échanges, juste à côté d'ici, il y a déjà un groupe de jardins familiaux où en fait la population était très vieillissante. Et en fait, le président recherche des jeunes et en fait, le jeune est tutoré par l'ancien. C'est royal. C'est sympa, c'est pas possible. Je voulais juste rajouter un truc justement sur on essaie d'éviter les ghettos dans les jardins familiaux. Parce que bien souvent, naturellement, les jardiniers demandent à être à côté du copain, etc. Donc, on est quand même très méfiant à ce que ne se forme pas dans un coin d'un jardin familial que des Portugais, par exemple, ou que des Maghrébins, etc. Donc, on essaie de les panacher un peu partout, et comme ça, ils sont obligés de parler à leurs voisins, et tout le monde s'en porte d'autant mieux. Je confirme, il y a des solidarités qui se créent, du troc, des échanges, et puis des services qui se rendent, y compris d'autres natures que des services concernant le jardinage ou les espaces verts. Il y a une solidarité sociale, quoi. C'est du vivre ensemble et c'est du lien qui se crée. Au point que nous, on a obtenu la création, parce qu'on le demandait, d'un poste de travailleur sur la cité des Hucherolles et la cité des Courances, HLM, mais qui est en bas. Nous, on est en haut, sur les Hauts-de-Chinon, et puis il y en a une en bas. Un poste de travailleur social, ce sera un médiateur social, diplômé, le gars, dont le profil est le jardinage, les poulaillers, l'entretien des espaces verts. C'est le profil, et on l'a trouvé, c'est un peu la bête rare, mais pourquoi? Parce que le vecteur de médiation, ça sera le jardinage, le poulailler, les arbres fruitiers, ça sera par cette activité que se déclenchera la médiation sociale et le contact avec les gens. Mais c'est extraordinaire comme c'est puissant, ça. Parce que les gens viennent, et puis de fil en aiguille, on parle de comment ça va, voilà. Et après, on peut voir comment ça va et comment ça va pas. Bon. Et donc, ça enclenche tout. Donc, vous voyez, on a obtenu ça. C'est à notre demande. Oui, on mange oui, il y a deux questions là, j'ai noté parce que c'est intéressant. Oui, on mange de plus en plus les plantes, comment vous appelez ça, les adventices.
les herbes sauvages, les plantes sauvages, les folles des rues, comment on les appelle, tous les noms sont possibles, mais on en mange de plus en plus. Moi, je sors, je broute maintenant. Alors, oui, non, mais c'est vrai, alors je suis peut-être excessif, mais je sors, je broute. Et de plus en plus, maintenant, on a l'œil, et là, on a Marie qui est spécialiste, c'est pour vous faire un cours de 3 heures. Le plantain, le pourpier, l'ail des ours, la mâche sauvage qu'on appelle la doucette ou la boursette par chez nous, quoi d'autre? Le kénopode, donc je me souviendrai jamais. Le plantain, je l'ai dit. Et puis alors, elle nous met du choucal, alors on mange les crus, les feuilles et tout. Bon, c'est un bonheur. Et on devient, ce faisant, on va vers crudivore un peu. C'est marrant, hein, parce que c'est bon, cru comme ça, voilà, tous ces trucs-là. Donc, notre ennemi, en termes de conflit, avec qui on a le plus gros conflit dans la cité HLM? C'est avec les chats et les chiens, parce qu'ils pissent partout, ils chient partout. Voilà. Et les chats, ils aiment les endroits où on vient de mettre nos plants godets, et ils viennent tout saccager. Alors on est obligé de mettre des filets. On est obligé. Sinon, ils saccagent tout. Mais alors les gens, ils disent, ah, mais c'est plein de pisse de chiens et de chats, on peut pas manger ça. Et puis même en le lavant, quoi, ça les dégoûte. Vous voyez le genre de truc? On part de là, quoi, hein, mais c'est la réalité. Ça dégoûte, voilà. Les assos, oui, on est immergé dans un tissu associatif. En France, partout, de toute façon, il y a des tissus associatifs extraordinaires. Et alors nous, évidemment, oui, on est complètement immergé en lien, quoi. Donc il y a tout un tas de réseaux qui démultiplient les capacités de faire d'une manière extraordinaire. Je cite la Fédération Nature-Environnement, qui est venue vers nous grâce à Val Touraine Habitat, qui dit, ah ben là, il se passe quelque chose, allez les voir, parce qu'ils ont des budgets pour faire des machins, qui viennent des ministères, des machins. Alors il faut qu'ils aient des acteurs de terrain. Alors ils viennent vers nous, puis voilà, on fait des ateliers jardinage, des ateliers cuisine, on fait des activités, des sorties, des visites, des machins, des trucs. Voilà. Il y a la Cépante que vous devez connaître ici sur Tours, qui nous a vraiment fait des trucs super sur ces budgets-là. Il y a Famille rurale d'Indre-et-Loire, sur le programme alimentation du ministère de la Culture ou de l'Agriculture, l'un des deux, je sais plus lequel c'est. Mais ils en ont tous. Donc, Famille rurale d'Indre-et-Loire. Les CPIE, vous connaissez sans doute les CPIE. C'est eux qui nous ont appris les plantes des rues, les arbres des rues. CPIE. Alors, on en a un gros, là, en Touraine, Val-de-Loire, voilà. Il y a le foyer associatif rural de Lernay. Lernay est une commune libre extraordinaire par les initiatives qui sont prises, complètement alternatives. Il y a un foyer associatif rural. En soi, c'est à visiter, vous voyez. Il y a l'Oasis Craventaise. Ça, c'est l'Oasis. Le mouvement de Pierre Rabhi. Il y a la compagnie de Cirque Les Fous Furieux. Je sais parce que peut-être vous avez entendu parler. Pierre Collectif chez l'environnement. On va essayer, pardon. Oui. Excuse-moi de t'avoir coupé. On va peut-être essayer d'avancer. Moi, j'avais je voulais qu'on aborde aussi une question à laquelle en fait vous avez déjà un peu répondu les uns les autres, mais je voudrais juste l'évoquer, lui donner une place un peu à part. C'est la relation avec les collectivités locales. Conflictuelle, pas conflictuelle, parfois une complémentarité, parfois effectivement un conflit sur le devenir de ces espaces, des projets immobiliers qui peuvent prendre place ou pas. On a vu comment les jardins partagés à Paris signent cette charte dans laquelle ils s'engagent à remettre la location, en tout cas l'occupation de l'espace en jeu au bout de 5 ans. Hein, donc, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que vous en pensez en fonction de votre expérience? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation avec les collectivités? Mon expérience orléanaise, c'est que on a un tiers de jardins qui sont gérés, mais qui appartiennent aux communes, donc sur certaines communes de la métropole, un tiers qui appartient à la Fédération nationale des jardins familiaux, et un tiers qui appartiennent à l'association. Donc sur les 2 tiers non communaux, en général, les communes ne veulent pas trop intervenir. Donc on est complètement en autonomie sur ces terrains-là. C'est pour ça que je suis très réticent par exemple, à acheter du terrain pour faire des jardins familiaux, si on en avait les moyens ou si on nous en donnait. Parce qu'après, si vous voulez, toute la charge du terrain est pour nous. Même si il peut être un jour valorisé, c'est ce qui est déjà arrivé, et permet de créer d'autres jardins. Et donc, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme je suis sur plusieurs communes, à part, je vous dis, les quelques terrains où on gère les jardins pour les communes,
Sinon, tous les autres, on n'a pratiquement aucune aide des communes. Et puis, si je fais l'historique, des jardins qui étaient au centre d'Orléans, il en reste un seul sur les 13. Il y en a un qui est dans Orléans centre, il y a 14 jardins. Et tout le reste est passé en périphérie et de plus en plus loin. Et voilà. Moi, je vais donner l'exemple de Tours. Un nouveau jardin, 23 parcelles, en plein centre de Tours, à quelques centaines de mètres d'ici. En fait, c'était théoriquement trois lotissements qui auraient dû se faire, enfin, 3 logements avec 4 étages qui auraient dû se faire. Donc, ils ont pris la décision de garder des jardins familiaux. Donc ça, c'est quand même un très bon exemple. Parce que ça, je félicite la ville de Tours parce que voilà, tout le monde ne l'aurait pas fait. Hein. Mais bon, c'est une histoire aussi ancienne. Hein. Tours, Jean Royer était vraiment très très proche de ces jardins familiaux. C'était un ancien instituteur, donc qui voulait apprendre à tous ses concitoyens la vie de la nature. Il avait quand même organisé la plantation populaire. C'est comme ça qu'il avait planté une grande partie de la forêt de Larçay et a entretenu la forêt de Larçay. Et donc ça continuait avec Jean Germain et ça continue encore avec Monsieur Boucher. Et donc ça, c'est quand même important, il faut le signaler. Oh non, mais alors, collectivité locale, donc nous, c'est la municipalité, la Comcom, conseil départemental, conseil régional, voilà, tout ça. Alors, ils nous ont pas empêchés, ils nous ont pas toujours facilité les choses, mais ils nous ont pas empêchés. Ça dépend beaucoup de nos interlocuteurs du moment, nos élus du moment. Ils ont la fibre ou ils l'ont pas. Et qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, hein, ils ont la fibre ou ils l'ont pas. Alors quand ils l'ont, ça marche mieux. On peut gratter un peu plus. Et quand ils l'ont pas, quand ils s'en foutent complètement de tout ça, qu'ils trouvent que c'est complètement nul, eh bien, voilà, on n'a rien à voir, on a des bâtons dans les roues. Mais notre problème principal, c'est qu'on n'a pas les codes pour communiquer avec eux. Enfin, alors donc on prend des médiateurs, on prend des gens qui puissent faire la médiation entre nous, qui aurions tendance à s'énerver ou à leur foutre sur la gueule ou à les envoyer péter, je sais pas quoi, parce que des fois c'est tellement absurde, aberrant et dégueulasse, quoi. Alors on prend des médiateurs pour arranger les choses et comme ça va mieux. Donc vous voyez, ils nous ont pas empêchés puisqu'on a réussi à faire tout ce qu'on a fait déjà. Bon, ils nous ont pas empêchés, mais il a fallu quand même pousser fort. Et comme on veut continuer à faire plus, il va falloir continuer à pousser fort, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Pierre, tu veux dire quelque chose? Dans ce cas, je vous propose de passer directement à la troisième question concernant les pratiques, l'évolution des pratiques agricoles. Donc, on en a parlé, des pratiques horticoles des jardiniers, ça évolue. On a parlé d'écologisation des pratiques. Est-ce que vous retrouvez ça dans ce que vous connaissez? Et ça se fait comment? Est-ce que c'est l'impulsion des gestionnaires qui est prépondérante ou est-ce que c'est le changement de génération? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, de toute façon, on doit donner l'impulsion parce que, enfin, à part ceux qui sont déjà convaincus du bienfait des choses, mais pour les autres, il faut les impulser. Ça c'est sûr. Alors c'est soit par des formations, donc ça s'est fait aussi dans les jardins familiaux. Et le problème, je pense, pour moi, c'est la période de transition où on est. On va bientôt, quand même, en 2019, arriver à une interdiction totale de l'utilisation des pesticides. Parce qu'actuellement, ils peuvent aller quand même en acheter, hein, s'ils veulent. Moi, j'ai ma charte d'environnement, mais c'est pas. Moi, c'est comme le code de la route. Hein. On a édité le code de la route, on a mis des panneaux, mais maintenant, il faut le gendarme derrière pour aller voir si y a personne. Oui. 19. Donc après, faut convaincre les réticents, et puis surtout, il faut pas les décevoir. Si vous dites maintenant vous allez changer de méthode de jardinage et que au moment où on va le convaincre, il va essayer. Si ça marche pas, je pense que vite fait, il va revenir à l'ancienne méthode.
Donc c'est à nous aussi de bien lui expliquer comment il faut faire. En général, on s'aperçoit aussi que les jardiniers ont tendance à être pressés parce que la grande distribution, on n'est pas là heureusement, donc les pousse quand même à acheter. On vend des plants de tomates au mois de février. Donc les gens sèment, achètent des plants de tomates, évidemment ils sont déçus puisqu'il y a un coup de gelée et tout ça. Donc déjà qu'ils sachent quand même un minimum le b.a.-ba du jardinage, parce que si c'est pas obligatoirement le changement ou l'interdiction de pesticides qui va générer l'échec. Hein, c'est parce qu'ils savent pas. Parce qu'il y a beaucoup de néo-jardiniers. Je voulais revenir justement à l'abbé Lemire, parce que lui, en 1896, quand il a créé les jardins familiaux, les gens, c'était la révolution industrielle. Ces jardiniers qui étaient en ville étaient issus de la campagne. Et eux, déjà, avaient quand même une certaine pratique quand ils sont arrivés. Or, actuellement, les néo-jardiniers ne connaissent pas beaucoup les méthodes. Hein. Ils voient silence ça pousse, enfin voilà, et puis non mais ça a l'air toujours très très facile quand on. Ouais, je m'excuse pour le journaliste, mais bon, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on présente ça. Autant il y a eu un rôle absolument crucial de la fédération dans les années 30 avec l'avènement du jardinage moderne et des nouvelles techniques de jardinage, etc. Et là, le rôle d'éducation, de cours, de lieux d'expérimentation a été moteur. Autant aujourd'hui, il y a un élément nouveau dans l'arrivée des néo-jardiniers, c'est cette nouvelle source d'information, notamment qu'est Internet. Moi, j'ai croisé plein de jeunes, mais vraiment plein, qui arrivaient où les mecs savaient déjà faire, vraiment, alors qu'ils avaient jamais mis un doigt dans la terre, hein. Mais c'est vraiment, les types s'étaient bouffés des heures de tutoriels sur Internet. Non, mais c'est vraiment spectaculaire, hein. Des gars qui arrivaient en permaculture, en agroforesterie. Enfin, alors bon, évidemment, ils n'avaient jamais expérimenté, mais ils savaient de quoi ils causaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Et pour le coup, là, il y a un rendez-vous à pas manquer, quoi, pour les fédérations, pour accompagner ça. Oui, parce que après il y a quand même le tutoriel, mais après il y a quand même la pratique sur le terrain. Et ça, par exemple, la partie climatique que j'ai évoquée tout à l'heure, ça ils l'ont pas dans. Voilà. Donc il y a toutes ces petites choses. Puis peut-être c'est à nous ou les autres jardiniers qui sont autour de les accompagner justement. Enfin bon. Enfin tout le monde. Alors là aussi, j'allais dire je suis bavard, mais je suis un peu déçu parce que nous aussi, on a quand même une grande diversité de situations professionnelles dans les jardins familiaux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les personnes les plus éduquées qui sont les moteurs de l'animation. Elles restent plutôt en retrait. Bon, moi j'ai mon jardin, etc. Et donc on a des besoins qui ne sont pas satisfaits alors qu'on a les ressources dans les jardins familiaux. Et donc, en fin de compte, on a des personnes qui sont moins compétentes et puis qui le prennent par défaut, évidemment. Mais c'est un peu dommage. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, je suis enseignante aussi technique en maraîchage. Donc, j'ai un petit peu les deux casquettes. C'est pas des nouvelles techniques, c'est le retour à la case départ. C'est-à-dire refaire ce que nos grands-pères et arrière-grands-pères faisaient. Donc, avant de donner des méthodes alternatives, c'est de leur faire connaître qu'un jardin, c'est un écosystème, c'est un sol, c'est un climat, c'est un milieu. Donc, il faut déjà appréhender toutes ces choses-là avant de pouvoir mettre des végétaux, des légumes et autres pour pouvoir les récolter. Et ça, c'est la première des choses. C'est les apprendre à observer une plante qui est saine, une plante qui pousse bien, une plante qui manque éventuellement un petit peu de matière organique, de façon à ce qu'il soit capable d'agir et de réagir. Ça, c'est la première des choses à faire. Et c'est vrai qu'avant, on avait la chance d'avoir nos grands-pères qui nous le donnaient quand on avait tous un petit jardin. Quand on avait 5 ans, on avait 2 mètres carrés à faire. Puis quand on avait 7 ans, on en avait 7, etc. Et on était fiers de produire nos légumes. Bon, malheureusement, maintenant, ça se fait plus. Donc, il faut le faire autrement quand ils sont un peu plus vieux. Et je crois que c'est ça. C'est recréer un jardin et le rôle de chaque élément dans un jardin. Voilà.
Et peut-être arrêter aussi d'avoir des jardins sur mon jardin, ma maison, etc., où on a des jardins stéréotypés, le carré des aromatiques, le carré de ceci, le carré de cela, alors que le jardin des aromatiques, ils doivent être comme un jardin de curé, un peu clairsemé partout, parce que chacun a son rôle. Et je crois que c'est ça aussi peut-être. On a un jardin qui est trop un jardin esthétique, qui est trop un beau jardin, quoi. Et on a un jardin associatif à la Gloriette pour les Tourangeaux. Allez le voir, notre jardin de la Gloriette associatif. On a des gens qui nous disent qu'est-ce qu'il est beau votre jardin. Ben pour le moment il n'y a pas grande chose comme légumes, des pieds de tomates qu'on vient de planter, etc. Mais on a mis des rosiers, mais on a mis voilà des plantes aromatiques et il est tout de suite beau et il a un intérêt. Voilà. Et je crois que c'est important. Et puis on a des insectes qui viennent autour de ces roses et voilà. C'est un écosystème. Avant que ce soit un centre de production, c'est un écosystème. Est-ce que d'autres interventions sur cette question des pratiques, de l'évolution? Est-ce que le public veut peut-être intervenir ou faire des remarques? Les moteurs du changement de pratique, est-ce que c'est les gestionnaires? Est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est une évolution de génération? Mais excusez-moi. La réglementation, oui, parce que c'est la réglementation par rapport à l'eau. Arrêtons d'arroser à outrance. C'est la réglementation par rapport aux phytos, on est d'accord. Mais c'est la réglementation aussi par rapport à la matière organique. Parce que si on utilise très mal la matière organique avec des composts qui sont pas bien décomposés, mais ça va être une catastrophe dans peu de temps. C'est toute cette réglementation, c'est le nettoyage des outils où on devrait avoir des zones pour nettoyer de façon à ce que ça pollue pas le sol. On n'a pas le droit de polluer le sol depuis 2005. Qui est-ce qui le dit? Personne. Donc c'est tout ça. Il n'y a pas que le phyto. En fait, moi j'aurais tendance à dire le phyto, c'est qu'une petite chose. Qu'une petite chose. On oublie. Non mais, alors, excusez-moi. Non, alors attendez, polluer le sol, que ce soit clair. On n'a pas le droit de polluer le sol, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de polluer le sol à partir du moment où on nettoie un outil, où on vide un pulvérisateur, etc. C'est de la pollution. On est d'accord. Vous, quand vous allez utiliser un produit, même bio, que vous l'utilisez pas bien, vous polluez le sol quand même. Hein. D'accord ? Voilà. Mais non, mais j'en sais rien. Voilà. On pollue le sol d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir nettoyé une tondeuse actuellement. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre tondeuse, on la nettoie. On nettoie en dessous. Eh bien, on ne doit plus la nettoyer n'importe où. Ça ne doit pas s'en aller directement, donc, au niveau du sol. Ça doit être systématiquement épuré. Ou alors, c'est sur une zone enherbée. Où vous avez la vie microbienne en dessous qui va être capable de nettoyer et d'épurer. Voilà. C'est normal. C'est la loi sur l'eau de 92 où on a eu enfin des arrêtés en 2005. Voilà. Donc, et si, ben oui, mais c'est comme ça. Après, l'agriculteur, il va utiliser des produits, c'est dans un but de production. Donc, il doit utiliser le produit au bon moment, en nombre d'applications avec un dosage bien précis. Par contre, s'il fait pas ça, il pollue. On est d'accord? Et il peut être verbalisé. Eh ben voilà, l'eau de javel, voilà, ça devrait pas être utilisé. C'est comme on dit zéro phyto dans les cimetières et que la mamie va venir nettoyer sa pierre tombale avec de l'eau de javel. Eh bien, bien sûr, mais c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça. Sur les nouvelles pratiques, je dis juste une chose, mais ayant connu les époques antérieures, j'ai l'impression que la transition, là aussi, par le nombre de personnes qui maintenant sont sensibilisées et sont militantes actives des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, enfin, que là, c'est gagné, quoi. On a passé un cap, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, je sais pas quand, mais on a passé un cap où
il y a maintenant une majorité des forces vives dans ce domaine qui sont acquises à des nouvelles pratiques tout à fait saines et respectueuses et qui les enseignent. Nous, on bénéficie beaucoup de ça. On apprend. Ce qui fait que quand on a démarré il y a 3 ans, dès le départ, il n'était pas question qu'on fasse un jardin au carré à la française, mais c'est un bazar et un fouillis extraordinaire. Et alors, il y en a qui viennent le voir en disant, vous avez vu ce qu'il faut, mais c'est débile, c'est n'importe quoi, c'est nul. Mais on sait que c'est comme ça qu'il faut faire et on en est heureux. Et voilà. Et ça, on le doit, parce que parmi les anges gardiens qui se sont penchés sur notre berceau, il y avait déjà ces compétences. Elles sont partout maintenant. Et ça, c'est quand même, voilà, on peut se féliciter, être content de ça, quoi. On a passé le cap, c'est gagné, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, c'est lent, mais c'est gagné. Alors, donc, je suis désolée de vous presser un peu, mais je pense qu'on a fait vraiment une erreur de programmation. On aurait dû, au départ, on avait prévu le film avant la table ronde, et puis on s'est dit que finalement, des gens pouvaient venir pour le film plus tard, et du coup, on l'a mis après. Mais voilà, je voudrais vraiment qu'on visionne ensemble ce film, Sainte-Anne Chlorophylle, parce que je crois qu'il y a beaucoup peut-être de réponses ou d'autres questions qui vont vraiment être dans ce documentaire. Donc, je voudrais, avant de clore la table ronde, voir est-ce que vous avez est-ce que les intervenants ont un dernier élément qu'ils veulent faire partager et sur lequel ils veulent faire une dernière intervention? On est quand même optimiste, même si on a des difficultés au quotidien pour gérer 400 jardins, mais bon, il y a quand même de la bonne volonté. Tout à l'heure, on a expliqué, on a 400 jardiniers, c'est la courbe normale des mécontents. D'un côté, vous avez les très bons jardiniers, d'un côté, les gens qui embêtent le monde, etc. Et puis, au milieu, vous avez 380 personnes dont on n'entend jamais parler, qui font leur jardin tranquillement, qui discutent avec leurs voisins et sans problème. Donc, déjà, on a au moins 380 satisfaits, même plus. Et donc, je pense qu'on a déjà fait quelque chose pour nos concitoyens. Voilà. Et nos enfants, et nos générations. Oui, parce que le jardin familial, le papy que je suis, nourrit 10 personnes. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres... Marie, si tu veux intervenir? Non, bien. Donc, on va donc rester parce qu'effectivement, donc nous allons enfin voir donc Sainte-Anne Chlorophylle et puis j'aimerais bien qu'on se garde un petit temps d'échange après avoir vu ce documentaire qui va durer 1 heure. Voilà. Donc surtout, ne partez pas maintenant.